Hey, c'est là pour l'intimité partagée, le podcast dans lequel je m'invite chez les gens pour parler d'intimité avec eux. Ce soir, je suis avec Sarah. Coucou Sarah. Coucou. Est-ce que tu peux te présenter, Sarah? Oui, je suis là pour ça. Alors, coucou tout le monde. Moi, c'est Sarah. Je suis donc une amie très proche de Ella. Je suis très contente aujourd'hui de faire cette intimité partagée. Le gros truc de ma vie en ce moment, c'est que je suis en prépa littéraire en 3e année à Bordeaux. Donc voilà, c'est une année assez stressante puisque je prépare un concours qui sera en avril, là bientôt. Donc ma vie en ce moment est plutôt stressante. J'ai pas mal d'excuses de faut que je travaille, mais je travaille pas forcément. Voilà. Globalement. Ok, donc maintenant on va décrire un peu ton appartement, donc ton lieu de vie. Là, nous, on est sur le lit. On est sur le lit, ouais. Qui est un peu mis à part de l'appartement. Donc c'est un appartement du Crous. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un appartement très petit. C'est un 9 mètres carrés. Alors au début, quand ils m'ont dit on a un 9 mètres carrés pour vous, j'ai fait une crise. Enfin, je l'ai très mal vécu. J'étais en mode mais c'est hyper petit, je peux pas vivre dans un 9 mètres carrés. Et au final, quand je l'ai vu, parce qu'en fait, ils avaient pas trop d'autres solutions. En plus, le problème dans mon appart, je vais râler un peu, c'est qu'il est très loin de ma prépa. Enfin, très loin. C'est 40 minutes de transport. Du coup, j'étais en mode ça va pas le faire et tout. Bon, là, ça fait plusieurs mois et ça va. Donc, il fait 9 mètres carrés. Donc, le lit, en fait, c'est un espèce de couloir. Le lit est au bout. Le couloir est pas très long parce que c'est 9 mètres carrés. Et le lit est un peu mis à l'écart. Putain, c'est hyper dur à décrire en fait. Sans images, sans gestes. Surtout sans gestes. Je suis en train de faire des gestes que les gens ne pourront pas voir. En plus, je monte, tu vois, je pointe du doigt, genre l'armoire. Du coup, le lit est isolé par l'armoire. Ce qui fait que le lit est un espèce de cocon. Voilà, moi j'aime bien. Je trouve que mon appart il fait un peu cocooning, même s'il est petit. Voilà, en plus, les couleurs. La peinture, j'aime beaucoup, c'est un peu violet à certains endroits. Il y a du violet et du blanc. Voilà, pour vos couleurs. Ça ouvre, je trouve. Ça permet de pas trop se sentir étouffé non plus. Ouais. Et du coup, au niveau de la décoration, tu mets surtout des photos de trucs que t'aimes, donc des films, des séries. Des films, des séries. Une carte de Star Wars. Voilà, là j'ai un truc de Star Wars, j'envoie les deux soleils de Tatooine. J'ai un truc des Gardiens de la Galaxie de Infinity War, qui est une scène que j'aime beaucoup, où Peter Quill est hyper jaloux de Thor. Bref, pour ceux qui ont la ref, clin d'œil. J'ai un truc de Mulan, quand elle est en haut du poteau, après qu'elle ait récupéré les pois et qu'elle les ait jetés en mode hyper badass. Bon voilà, je vais pas tout vous décrire, mais en gros ça donne à peu près ça. J'en ai pas beaucoup comparé à ce que je mets d'habitude. C'est parce que quand je suis arrivée dans cet appartement, je me suis dit que c'était provisoire. Que j'allais en changer pour me rapprocher de la prépa, ce que je n'ai toujours pas fait parce que déménager c'est chiant et voilà, mais je vais le faire bientôt je crois. Je dis ça depuis plusieurs mois mais je vais finir par le faire. J'ai quand même fini par décorer même si je me suis dit pendant bien 2 mois, hein. Non, plus de 2 mois, 3 mois. Il y a eu 3 mois, je me suis dit je vais rien poser sur les murs parce que voilà. Finalement voilà, tu t'es approprié quand même. Je me suis quand même approprié le lieu, voilà, et j'y suis plutôt bien. Et tu me disais tout à l'heure que du coup l'appartement tu pensais qu'il était provisoire, un peu comme la prépa. Oui. Ah là là. Comment ça Quand on crée des liens, oui. Parce que du coup je suis en 3e année de prépa et j'étais pas censée faire une 3e année. J'en avais très marre de la prépa l'an dernier, même si je la vivais quand même relativement bien, comparé à comment on peut vivre une prépa. Et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai failli avoir mon concours, ce que je pensais pas. Et du coup, je suis en train de faire une 3e année pour voir si je peux avoir ce concours-là. Mais vraiment, je ne me voyais pas du tout jusqu'à fin juillet, je ne me voyais pas du tout faire une 3e année. Et j'ai fini par le faire, mais un peu en me disant tu vas le faire, mais tu vas un peu avoir un pied dedans, un pied dehors. En plus, j'avais tous mes amis, du coup, tous mes amis. J'ai des amis qui sont en dehors de la prépa, mais j'avais tous mes amis proches de prépa qui allait plus être en prépa et je me disais tu vas avoir ce pied là dehors où tu vas rester en contact avec les gens qui sont en dehors de la prépa et quand même rester un peu dedans.
En même temps, je me suis dit, le pied dedans, c'est quand même le travail de prépa, mais le pied dehors, c'est tu t'intéresses à ce que toi tu veux faire, à tes projets à toi, et tu te censures pas, quoi. Tu te censures pas par rapport à la prépa, parce que ça, c'est un truc que la prépa a tendance à me faire faire. On se dit, on fera les choses plus tard, en fait. Ouais. Quand on aura le temps. Et ce que je me suis dit en début d'année, c'est mais Sarah, on n'a jamais le temps, donc c'est pas une excuse. Donc en septembre, j'étais en mode putain, tu vas faire 1 milliard de trucs. Ça a marché vite fait, là ça marche plus trop, hein, mais bon. Tu fais quand même des trucs. Je fais quand même des trucs. Peut-être plus que l'an dernier. Oui, je sais pas. Je pense bien plus que l'an dernier quand même. Ouais. Mais en même temps, l'an dernier, il y a vraiment une dynamique différente entre ta cagne et ta cube. Donc la cagne, c'est la 2e année et la cube, la 3e. Il y a une dynamique vraiment différente parce que ta cagne, il y avait toujours une grosse partie de toi qui disait j'aurai pas le concours, je vais me casser. C'est vrai. Et ta cube, c'est je dois, enfin pas je dois, mais je veux le concours, je suis là de toute façon rien que pour ça et pas pour faire une cagne en fait. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc c'est un peu une dynamique différente et c'est un peu paradoxal du coup. Parce que je suis en train de dire, le fait que tu fasses quand même plus de choses en rapport avec tes projets cette année-là. Ouais, alors que je veux le concours, mais c'est parce que c'est pas si paradoxal que ça, c'est parce que vu que je sais que je veux le concours, je sais le strict minimum qu'il faut faire et je vais pas faire plus pour la prépa, pour l'idée qu'il faut s'enrichir et vivre l'expérience prépa. Ça, je l'ai plus. Je suis juste en mode, je veux juste réussir ces épreuves et je veux juste apprendre ce qu'il faut pour ces épreuves. Après, j'ai toujours... pour les gens qui connaissent pas trop la prépa, c'est un peu abstrait du coup ce dont on parle, mais en gros, il y a des matières qui m'intéressent pas particulièrement pour ma vie, comme la philo, l'histoire, la géo. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est la littérature, l'anglais. L'anglais, c'est ma spécialité. Mais voilà, quoi. Tout le reste, ouais. Bref. C'est un peu la salle d'attente du concours, quoi. C'est ça. Avec, on prend quand même ce qu'on peut, mais ok. Voilà. Oui, mais par contre, un truc que je pouvais vraiment observer dès ta première année de prépa, c'est que tu laissais toujours de la place à tes passions. Vraiment, je sais pas si tu les laissais ou si juste c'était comme ça. mais ouais, t'as un rapport à la passion qui est hyper particulier. J'aimerais bien que tu essaies d'en parler parce que c'est vraiment hyper intéressant. Alors la façon dont je résume souvent moi et les passions, c'est avec le mot obsession. Obsessionnel. Voilà, donc oui, en prépa, la prépa ça n'a jamais arrêté ce rapport que j'ai aux passions. Donc encore une fois c'est abstrait, mais je vais vous donner des exemples précis, vous allez voir. En gros, je suis là en prépa, j'essaie de travailler et tout, et là, je sais pas, il y a une série en particulier qui... Je suis à fond dedans, je vais regarder des épisodes jusqu'à 2-3 heures du matin. Je vais regarder des compiles sur YouTube, je vais écouter des podcasts sur cette série, jusqu'à ce que le truc soit épuisé. Ça peut durer entre, je sais pas, par exemple How I Met Your Mother, ça a duré 3 mois, 4 mois. Ouais, ça a bien duré longtemps quand même. Bien 3-4 mois, c'était pendant le Noël de l'Hippocagne, je faisais que pleurer à cause de cette série. Ça me faisait beaucoup de bien en même temps. Ah ouais, là je regarde des épisodes jusqu'à tard. Donc ça peut être soit des séries, ça m'arrive parfois pour des chansons ou des chanteurs, c'est moins fréquent quand même. Voilà, donc en gros, ouais, même si j'ai mes trucs du monde concret, donc les responsabilités, les cours, les amis, tout ça, j'ai toujours... Après, j'ai des périodes de vide où j'ai pas un truc en particulier qui m'obsède. Des fois, ça peut être des passions, pas forcément une série. Par exemple, j'ai eu une période où j'étais obsédée par la science-fiction, les livres de science-fiction. Et du coup, ce que ça me fait, c'est que quand j'ai du temps libre, j'ai juste envie d'aller dans une librairie voir les rayons de science-fiction. Genre, des fois, c'est pas forcément concret, c'est juste, je suis dans un mood où j'ai envie de faire un truc qui soit plus ou moins relié à ça.
Voilà. Ok. Ouais, c'est vraiment l'intensité. Ouais, c'est assez intense, ouais. Mais est-ce que t'as des moments où il y a une sorte de vide de passion, où ça s'enchaîne relativement? Non, il y a des périodes de transition où c'est un peu un truc de mou. Et généralement, ce que ça fait, c'est que je m'intéresse quand même à des trucs qui sont très chouettes et ça me plaît. Mais j'ai pas cette intensité-là tout le temps. Mais du coup, quand un autre truc intense revient derrière, bah, je vois la différence en fait. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais, parce que Ça détend. ça m'arrive. Enfin, toutes les séries que je regarde ne sont pas des trucs qui me transcendent. C'est pas. Non, non, non. Et du coup, ça me fait du bien de regarder des séries pour lesquelles je ne suis pas passionnée parce que je ne les binge-watch pas en 2 semaines. Oui. Et encore, quand je dis 2 semaines, enfin voilà quoi. Enfin, je pense que les binge-watchers comprennent ce que je suis en train de dire, mais ça peut prendre des proportions assez folles. Cette saison de 25 épisodes, 22 épisodes de 40 minutes, j'arrive à faire ça en moins d'une semaine, vraiment moins d'une semaine de vacances, mais ouais, moins d'une semaine, c'est... Bref. J'admire toujours ça, moi. C'est... Waouh. Je ne suis pas la seule, il y a plein de gens comme moi. Je sais pas si Big up au Big Watch. Je ne sais pas si on doit être admiré ou si on doit juste s'inquiéter pour nous. Je pense que ça va. En Ouais. vrai, Ça fait longtemps que j'ai pas binge-watché une série. Ah là là. Bientôt. Quelle sera la prochaine? Trop hâte. Pour rebondir sur les passions et sur les séries, peut-être que ce serait bien de parler un peu de Buffy. Ok, me dit non. Ouais. Alors, Très rapidement. Ouais, Buffy, ça a été justement dans ces dernières années une des plus grandes obsessions que j'ai eues, un des trucs qui m'a le plus frappé en intensité. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Buffy contre les vampires, une série qui a commencé en 1998, qui a l'air un peu nulle, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Elle est très très bien. Bon, je vais pas défendre Buffy maintenant, mais le fait est que je l'ai regardée en terminale et que je me suis un peu pris une claque et j'ai été obsédée. Mais putain, par contre, mais vraiment, mais ah ouais non, mais l'obsession, mais pendant plusieurs mois, j'écoutais exclusivement des musiques qui venaient de cette série. J'écoutais des podcasts, parfois jusqu'à 1h du matin, les veilles de cours, des podcasts, parce que cette série est tellement bien qu'il y a des gens qui font des podcasts qui durent 1h30, qui analysent cette série scène par scène. Et ça, mais j'écoutais ça comme on peut manger du petit pain. Enfin, vraiment, c'était génial. Et je faisais que en parler. Je parlais que de ça, je pensais que à ça. Les premières semaines, je rêvais de ça et tout. Enfin, c'était... Ah ouais, ça m'a... Je comprenais pas au début pourquoi c'était aussi intense. Finalement, j'ai réussi à faire des liens avec ma vie personnelle qui ont fait que je me suis rendu compte que ça faisait pas mal écho à mon expérience de lycée. Parce qu'en plus, au début, Buffy... en fait, tout est métaphore dans cette série. Et en gros, la grosse métaphore, c'est comment on fait pour grandir dans ce monde. En gros, dans ce monde compliqué où il y a plein de choses très compliquées. Je résume un peu, voilà. Bon. Ouais. Et en gros, ça m'a fait capter qu'il y avait plein de trucs qui allaient pas dans le lycée, dans les gens, et que j'avais le droit d'être énervée pour ça. J'avais le droit de... Voilà, voilà. Alors qu'avant, au lycée, j'étais plus en mode déni. Prends le positif et pas trop comprendre des fois et pas assez m'affirmer aussi. Je m'affirmais pas assez. Bon, je sais que c'est pas exceptionnel comme problème de ne pas savoir s'affirmer, mais du coup, voilà, pour moi, Buffy, ça a vraiment été un des trucs où j'ai commencé vraiment à m'affirmer, affirmer mes goûts, surtout que Buffy, c'est vraiment quelque chose où personne dans mon entourage ne partageait cette référence. J'ai juste une amie, c'est elle qui m'a conseillé de regarder. En fait, elle avait regardé il y a longtemps et elle avait pas ce rapport là que j'avais à Buffy. Du coup, j'étais un peu seule et c'est une série
il y a plein de gens qui pensent que c'est vraiment nul, et du coup j'ai dû faire tout un travail où et ça a duré longtemps, hein, le moment où j'ai commencé à ne plus avoir honte d'en parler aux gens, parce qu'il y a vraiment toute une association à c'est une série un peu nulle pour les adolescentes, comme Twilight, parce que vu qu'il y a des trucs avec des vampires et tout, alors que c'est si profond et intéressant et complexe et bien fait. Et du coup voilà, j'ai fini par... maintenant j'en parle sans souci à des gens que je connais à peine, je m'inquiète plus du tout, et en plus je me fais vraiment confiance. Et des fois il y a des gens qui réagissent mal, ça m'arrive toujours. Genre des gens à qui je dis j'adore Buffy, et on me fait genre... ah bon, pourquoi? Mais ça m'arrive pas souvent. Quand les gens me font ça, je leur fais pas confiance, hein. Clairement je ne peux pas, ils perdent toutes. C'est le test. C'est le test. S'ils sont pas ouverts et s'ils m'écoutent pas, c'est fini quoi. Ouais, grave. Mais ça m'arrive rarement, la plupart du temps les gens sont très ouverts et ça me fait beaucoup de bien. D'ailleurs je vais faire mon sujet de mémoire dessus, je pense. Ça va être super. Voilà, j'ai très hâte de faire mon master du coup. Ouais, très 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 bien. Ouais. Je vais me placer sous l'angle d'un personnage précis qui est Spike, qui est le personnage préféré du coup de Sarah. C'est de ça dont on veut parler. C'est pour ça qu'on est là. Ouais, Spike c'est un des meilleurs personnages de Buffy et de l'histoire de la fiction jamais produite depuis le début de l'humanité. C'est pas si hyperbolique que ça. C'est pas, franchement, c'est pas tant. Pour résumer dans les grandes lignes, c'est un vampire qui au début est méchant, un psychopathe, et qui pendant cette saison évolue beaucoup et qui devient, je sais pas comment dire, non, faut pas spoiler, mais il devient un personnage exceptionnel, et il y a toute une dynamique de rédemption qui est passionnante. Mais c'est pas pour ça que je l'adore. Bon, j'ai eu mon obsession pour Buffy a commencé... Ah oui, mais c'est ça qu'il faut raconter. C'est ça, oui, il faut raconter. Mon obsession pour Buffy a commencé avec une obsession pour Spike. Parce que, ah oui, ce que j'ai fait aussi, c'était n'importe quoi. J'ai commencé à regarder Buffy à la saison 5 parce que je respectais pas trop cette série au début. Je pensais que c'était un peu nul et je m'étais dit... j'ai envie de regarder des trucs romantiques, puisque j'ai des périodes comme ça où je suis en mode il me faut un truc romantique, pas forcément bien, et du coup j'étais en mode pourquoi pas Buffy. En plus je venais de regarder des trucs de Charmed, parce que généralement les deux séries sont un peu associées, et bon, Charmed pour le coup genre j'adore, hein, mais c'est pas ouf, enfin voilà. Pour vous dire, Buffy c'est beaucoup mieux que Charmed. Et je venais de regarder des trucs de Charmed et j'étais en mode bon, il faut un truc un peu similaire. Bon, Buffy, j'ai commencé à regarder la saison 5 puisque je savais qu'il se passait des trucs intéressants avec Spike, parce que je connaissais un peu déjà mais je pensais que c'était nul. Du coup j'ai regardé la saison 5, j'étais en mode ah mais ouais, Spike c'est vraiment pas mal en fait, la dynamique qu'il a avec Buffy, c'est vraiment pas mal du tout. Et j'ai commencé à regarder des épisodes en entier saison 6, et donc la saison 7 c'est la dernière saison. J'ai fini la saison 7 ensuite, je me suis pris une grosse claque donc. Et là j'ai commencé à... Mais grosse obsession sur Spike, quoi, sur ce personnage. Mais d'ailleurs il faudrait un jour que... je sais pas, qu'on consacre tout un podcast à ça. Pour je sais pas, juste... ou je sais pas, moi que je crée un médium où j'expliquerai toutes les raisons pour lesquelles Spike est un personnage ultra complexe. Et j'ai pas vraiment le temps de le faire ici, mais en gros, enfin vraiment toutes les contradictions que ce personnage a. La vulnérabilité que ce personnage a, aussi lui-même un rapport aux passions, à la passion, un rapport à l'amour vraiment, mais passionnant qui évolue. Bref, je comprenais pas, j'essayais de comprendre pourquoi il me passionnait autant. Du coup j'ai fini par essayer de comprendre ses contradictions. J'ai fini par regarder les scènes en boucle où il était extrêmement sexy, parce que je sais que c'est ça qui t'intéresse, Léa, c'est voilà, le rapport de Sarah à... Voilà, parce que, ah oui, pour vous le décrire vite fait, oui, parce que voilà, je parle surtout de la psychologie pour me justifier, mais avant tout, Spike, c'est un acteur qui est très beau, qui est très très charismatique. L'acteur est américain, mais Spike est un personnage anglais, donc il a un accent anglais.
Il a les cheveux blond platine parce que les cheveux sont teints. Il a un long manteau en cuir et un style un peu rocker. Je pensais pas forcément que c'était un style qui me... Voilà, je sais pas. Franchement, parce que je sortais... j'ai eu une période pas mal hippie pendant le lycée. Donc ça passe pas trop des trucs hippies. Concrètement, enfin voilà quoi, c'est pas... Tu es des gens en cuir. Ouais. Et pourtant, si, c'était mon style, clairement, c'était... donc il y a ça aussi, bien sûr il y a ça. Ouais. Un petit rapport à la libido donc. Voilà, on peut dire ça, oui. Oui, parce que en tant que fangirl, les vidéos sur YouTube du style compilation de Spike, il y a un truc que des fans font, et je leur en suis très reconnaissante. Ils font des montages de scènes de Spike avec des musiques derrière, genre c'est comment on appelle ça, genre des vidéos de fans d'une certaine fandom, et c'est genre il y a des chansons plus ou moins sexy et tu le vois, les compiles des scènes sexy. Je t'en ai jamais montré, Léa? Non, moi je vois les compiles de scènes d'amour. Genre. Oui, mais non, mais ça existe. Oh non! Ah, mais c'est décliné en version. Ok. Ah, mais oui, genre si tu tapes sur YouTube Spike sexy ou Spike hot, ou. Mais tu sais que vraiment il y en a. Parce qu'en plus il n'y en a pas beaucoup, c'est dommage. Franchement, il devrait y en avoir plus. Il y en a, les bonnes, je les ai regardées mais énormément de fois. Mais là, ça fait longtemps que je n'y suis pas revenue. Mais j'ai vraiment une période. Mais ça, c'était. Je sais pas, c'était Terminal Hippo, hein, ça a duré longtemps. En plus, je reviens souvent dans ces vidéos. Et. Mais je l'ai regardé plus d'une vingtaine de fois. Hein, mais vraiment. Il y en a une, c'est la chanson de Britney Spears, Give Me More. Elle est super bien faite, les gars. Après, il y a Conseil. Il y a Talk Dirty to Me, qui est aussi extrêmement bien faite. Ah, c'est mes faves. Ça fait longtemps, bref. Oui, on peut dire que j'ai un petit rapport à la libido. Ma libido se satisfait de ces vidéos, on va dire. En plus, ouais, genre, ta culture fan. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on peut faire un gros rapprochement du coup entre tes passions et ta façon d'être fan de quelque chose très très intense et le fait que ça puisse nourrir aussi cet aspect-là de ta vie. Donc c'est le moment masturbation. Attention, on y arrive. Rubrique. La raison pour laquelle on est tous là. Ouais. Du coup, comment je vais formuler cette question? Comment ça se passe pour toi la masturbation? Depuis quand tu le fais? Est-ce qu'il y a eu des entraves? Oui. Alors, je ne me souviens plus exactement de la première fois que je me suis masturbée, mais c'était il y a longtemps. J'ai commencé à me masturber au collège, mais début collège, genre fin 6ème, début 5ème, ça devait être dans ces eaux-là. Sans trop comprendre ce que c'était, hein. Enfin, je sais pas, c'était expérimental, c'était sympa. Mais je sais pas, je crois que j'ai vraiment commencé à avoir un recul dessus et plus de compréhension vers la 4ème, je sais pas. Ouais. Et là, j'ai commencé à voir que ça pouvait être plus ou moins mal vu, en fait. Et je m'en suis rendu compte en parlant à des potes, vite fait, parce que pour moi c'était un gros tabou, genre jamais j'allais dire à mes copines au collège hey, comment ça se passe la masturbation pour vous? Mais inimaginable. Mais inimaginable, jamais, ça aurait été mon monde se serait effondré. Du coup, je sais pas, je crois qu'une fois à table, une de mes potes a dû en parler. En mode, déjà, elle admettait l'existence de ce truc, c'était énorme, c'était... Elle disait un truc en mode, ah putain, les meufs qui font ça, Burk. Et moi, je me sentais mal, quoi. Et puis également du coup, j'ai commencé à consommer de la pornographie, en sachant pertinemment que c'était très très interdit. Parce que quand de 1 t'es une meuf et de 2 t'es mineur, t'as vraiment pas beaucoup de raisons d'être sur ces sites-là.
Selon ce qu'on te dit, quoi. Enfin, Selon ce qu'on te dit, mais tu sais, même genre, il y a le truc dans le porno où tu dois cocher la case j'ai 18 ans. Ah ouais, moi je savais pas. Ah, Ok. bah, maintenant j'ai plus de problème parce que maintenant je suis majeure, mais quand j'étais au collège et que j'avais 15-16 ans et Ouais. que. Mais tu te sentais comment du coup de cocher ça? Genre, tu te Je me sentais sentais mal ok de le ou- faire. Ouais. Enfin, sur le coup, j'étais en mode, bah j'y vais quoi. Genre, bam, rien à Ouais. foutre. Mais souvent après, en fait, c'était souvent ça, c'était le après, quand je fermais le site. Mais en plus, je crois que, non mais, je savais pas encore supprimer les historiques. C'est dommage. Heureusement que ma mère est nulle en informatique. Je sais même pas ce que c'est un historique, mais ouais, potentiel gênant là-dedans. Ouais. On a changé d'ordinateur depuis. L'ancien s'est cassé. Et t'en as un personnel aussi. J'en ai un personnel que je sais effacer les historiques. Parce que même aujourd'hui, je supprime l'historique après. Hein. Ah ouais? Alors que c'est mon y a ordi que toi. perso. Ouais. Parce que je sais pas comment ça marche internet, mais je crois que l'adresse IP. Enfin, genre que même si je suis sur mon ordi, Ouais. et vu que j'utilise la Wi-Fi, enfin je sais pas, je psychote. Dans le doute. Dans le doute. Voilà. Mais du coup, voilà, après quand j'allais sur ces sites, juste après, j'avais un petit truc de pourquoi t'as fait ça. Et je me souviens avoir écrit dans des carnets, j'écrivais dans des journaux intimes. Et je me souviens 2-3 fois où j'avais écrit plus jamais je fais ça, j'arrête. Wow. Mais vraiment en mode, je me suis encore masturbée, dégoût. Bah, faut que j'arrête de faire ça quoi. En mode c'est pervers, c'est En mode tard, c'est quoi. pervers, c'est pas normal quoi. Enfin, faut arrêter de faire ça quoi. Et ça je l'ai dépassé donc parce que je parle Ouais. au passé hein. C'est le passé et du coup mais après ce qui est assez dingue c'est que et c'est la raison pour laquelle les trucs d'intimité partagée sont très importants, cette idée de parler de ces choses là. C'est parce que j'ai compris que la masturbation c'était ok il y a pas si longtemps que ça. Genre il y a quelques mois et j'ai 20 ans quoi. Enfin ça fait longtemps que parce que j'ai jamais vraiment arrêté de me masturber hein. Genre même si quand j'ai écrit ça dans mes carnets j'étais en mode stop. Ouais. J'ai jamais vraiment arrêté. Mais et genre petit à petit genre bon bien sûr on commence à tous avoir plus ou moins des expériences. J'ai capté que c'était normal la masturbation. Ça je l'ai capté. En revanche, il y a vraiment eu un tabou qui est tombé il y a pas longtemps et c'est celui d'en parler en fait. Ouais. Parce qu'il y a une différence entre capter que la masturbation c'est normal en général et parler du fait que toi en particulier tu te masturbes. Dans quel contexte tu te masturbes, tout ça. Enfin vraiment parler de ton expérience à toi. J'ai commencé à le faire avec toi du coup. Ouais. Et je crois que c'est pas dans cette période-là que tu t'es dit putain faut faire un podcast sur ça parce que c'est important. Ouais, vraiment. Ouais. En fait, si on en a parlé de base, c'est parce que j'ai un énorme problème moi avec la masturbation et on en fera un podcast dans ce projet-là. J'ai vraiment un énorme problème et il y a eu plusieurs étapes et ma première étape c'était commencer à en parler autour de moi pour me rendre... En fait pour moi la masturbation ça n'existait pas. Genre personne, des femmes, hein, pas des mecs évidemment. Bah, évidemment. Mais évidemment ça j'ai compris depuis le collège que ça existait. Mais je pensais vraiment que les meufs ne se touchaient pas. Et je l'avais appris vraiment violemment, genre au lycée, en mode si on le fait. Puis après je l'avais oublié. Et là je me suis rappelé que ça pouvait être un truc. Et la première étape c'était d'en parler aux autres. Et toi t'as vraiment été la première, oui, du coup, où j'étais vraiment à tâtons en mode. C'était vraiment intéressant comme conversation parce que toi t'étais en mode est-ce que ça se fait vraiment? Ouais. Et moi j'étais en mode c'est la première fois que je dis à quelqu'un que je me masturbe. Ouais. C'était waouh. C'était incroyablement enrichissant. C'était j'en reviens pas qu'il y ait une période avant ça. Genre maintenant ça me paraît tellement normal d'en parler. Et important. Et important et naturel et ouais important. Ouais, c'est quand même important dans la vie. Enfin. Ah c'est... Bah oui. Oui, mais moi du coup j'ai découvert ça il y a... On va rebondir hein, mais j'ai découvert ça il y a 6 mois. Et c'est pire le truc de avant-après. Genre, mais maintenant je suis vraiment en mode... Mais quoi? Tant d'occasions ratées. J'ai tellement vécu 19 ans et demi de ma vie.
Après, sur ces 19 ans, il y en a plein où t'aurais pas pu le faire. Enfin, quoique, quand on Oui, enfant, c'est on se vrai. masturbe. Oui, les Genre, enfants. les Oui. enfants le font. J'ai des Et mouvements après, très c'est expressifs. quand tu découvres un peu ton sexe Et après, t'as le tabou. et après, t'as le tabou parce que les parents sont plus ou moins en mode ah, te touche pas à cet endroit-là, c'est sale. Et quand les parents disent ça, faut faire gaffe. Si l'enfant retient. Point éducation. Point Freud. N'interdisez pas à vos enfants de se toucher, vraiment, ne faites pas ça, faites ça autrement. Mais ouais, du coup, la masturbation, t'as capté que c'était faisable, genre vers le lycée, du coup, enfin, genre que c'était que les gens le faisaient. Que c'était ok, ouais, vers le lycée, ouais. Et que c'était ok d'en parler avec moi il y a genre 6 mois, 1 an. 6 mois, 1 an, ouais. Et bien, parlez-en, s'il vous plaît, autour de vous. Surtout quand on est des meufs en fait, parce que c'est vraiment un tabou sur la masturbation féminine. Après, je sais qu'il y a des meufs qui en parlent pas mal, qui comme nous en parlent pas mal entre elles, mais c'est juste que moi, avant de te rencontrer toi, avec mes amis, on n'en parlait pas. Donc, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui le font pas, et ouais, c'est voilà. C'est important que tout le monde le sache. Voilà. Ouais. Ceux qui le font comme ceux qui le font pas sachent que c'est ok d'en parler. Ouais. Et que c'est ok. Et du coup, il y a un peu aussi, je pense, un rapport entre notre réflexion à notre corps et cette conversation de parler de la masturbation, parce que avec Sarah, on a eu à peu près les mêmes, et c'est pas un hasard, genre on s'est influencé toutes les deux les mêmes libérations entre guillemets, enfin les mêmes décisions par rapport à notre corps, par exemple ne plus porter de soutien-gorge ou plus beaucoup. Les poils, même si moi c'est plus, je pense, pour l'instant. Mais ouais, il y a vraiment eu un truc de changer son rapport à son corps et commencer à vraiment s'en foutre du regard des gens. Et c'est peut-être rattachable, tu penses pas, aussi avec le fait d'en parler, parce que c'est vraiment un regard aussi qu'on pose sur nous. J'avais pas réfléchi comme ça, mais oui, parce qu'il y a une meilleure appropriation de son corps qui fait que voilà, et aussi non seulement mieux s'approprier son corps, mais aussi être conscient des impératifs de la société en fait. Parce que la masturbation féminine c'est plus ou moins tabou, et les soutiens-gorge et les filles rasez-vous, enfin tout ça va un peu, c'est un peu dans le même sac. Ouais. Et quand tu commences à en déconstruire un, ça fait souvent une chaîne de voilà. Mais en fait pourquoi je fais ça aussi, si je peux ne pas faire ça, je peux rien de faire. Enfin je fais ce que je veux en fait. Waouh. C'est vraiment ça, ouvrir les possibilités d'arrêter d'être sous des contraintes qui nous plaisent pas, quoi. Par rapport au corps, est-ce que tu as des complexes particuliers ou pas? Ouais, je sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas de complexes, mais ouais, c'est vrai. Quels sont tes complexes plutôt? Alors, mes complexes, je suis pas mince, mais ça fait longtemps que je suis plus trop complexée par mon poids. J'ai peut-être pu l'être au collège. Alors c'est pas mon poids qui me complexe, mais c'est plutôt la répartition de ma graisse. Disons que moi la partie de mon corps qui me complexe pas mal, c'est mon ventre, parce que j'ai un ventre assez arrondi, assez rond, voilà. Mais bon, ça j'ai capté il y a longtemps que c'était juste comment mon corps était fait, et que ça c'est le genre de truc où même si je maigrissais en fait, je maigrirais pas là. Je me souviens, j'ai déjà cherché genre comment on fait pour perdre du ventre, genre que du ventre. Mais c'est pas comme ça que ça marche, parce que genre même si je faisais des abdos, ce que j'aurais sûrement jamais la force de faire de façon régulière, parce que je trouve que faire des abdos c'est horrible. Je deviens plus ou moins sportive, là ça va, j'ai des moments plus ou moins sportifs. Mais c'est pas pour perdre du poids, c'est juste pour être bien dans mon corps et pour me déstresser. Mais bref, donc il y a mon ventre. Surtout mon ventre, ouais. Enfin voilà. Après, moi j'ai pas mal eu le complexe des poils en général. Parce que je suis plutôt poilue quand même par rapport à la moyenne, je pense. Mais après ça, justement, ça va de pair avec ce que tu disais il y a 2 secondes, que on a un peu appris à prendre du recul sur les poils pour deux raisons paradoxales. Mes poils et moi ça va mieux pour 2 raisons qui sont totalement contraires. La première, c'est que je me suis dit et répété que
c'est pas un truc grave parce que tu peux les enlever et que c'est vraiment pas un complexe qu'il faut avoir parce que c'est pas comme s'il fallait refaire son nez ou un truc comme ça quoi. Enfin, c'est ok quoi. Et l'autre raison complètement inverse, c'est que tu peux les garder et c'est ok aussi. Enfin voilà, en fait tu choisis et c'est ok, il faut juste voilà, être ok avec les poils qui n'ont rien demandé. Est-ce que tu as déjà eu un sentiment d'humiliation par rapport à ces complexes ou pas? Oui. Ouais, de ouf. Typiquement, alors mon gros truc de l'été qui me pose problème, c'est les poils du maillot. Ouais. Alors ça, c'est le truc de l'été. Quand t'es une meuf et que t'es célibataire, que tu ne te touches pas cette partie-là, mais vraiment cette partie-là, les poils de la chatte, tu n'y touches pas dans l'année parce que rien à foutre. Et l'été arrive et tu dois mettre les maillots de bain. Alors ah oui, moi ce qui me saoule en plus, qui est vraiment ultra chiant, j'ai des potes qui peuvent se raser cette partie. Mais moi jamais de la vie. Mais j'ai déjà essayé ça dans ma vie. Mais non mais ma peau s'en souvient encore. Mais tu sais, j'ai des potes qui arrivent à genre après le rasoir, bam bam, ça va. Moi non pas du tout, je saigne beaucoup si je fais ça. Ça fait des bouchons, c'est dégueulasse, c'est horrible. C'est terrible. Bref, du coup, j'ai arrêté de faire ça. Alors la seule autre alternative, c'est l'esthéticienne. Ce que donc je fais 1 ou 2 fois par an. C'est vraiment 1 ou 2 fois par an chez l'esthéticienne. Et 2 défauts chez l'esthéticienne. Alors il y a un truc positif, c'est que ça enlève les poils pendant plus ou moins longtemps. Mais les 2 trucs négatifs, c'est que ça coûte plus ou moins cher. Mais bon, si c'est 2 fois par an, ça va quoi. Mais surtout, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Après, il est vrai que plus on le fait, moins ça fait mal. Genre, même si j'ai vécu 1 ou 2 fois par an, maintenant quand j'y vais, ça me fait moins mal. Mais putain, ça fait mal quoi. En plus, moi je suis hyper douillette. Je sais qu'il y a des meufs, elles arrivent à se le faire elles-mêmes, mais moi jamais de la vie je tire sur cette putain de bande de cire. J'ai déjà eu des moments de solitude totale dans ma salle de bain parce que j'ai déjà essayé de le faire moi-même. J'ai posé les bandes de cire et genre j'avais les doigts posés sur la languette pour tirer. Et vraiment, j'étais en mode allez, tu tires maintenant. 1, 2, non. Et là, j'ai vraiment mon corps qui me dit non, ne fais pas ça. Pourquoi Et je l'ai jamais fait et je me suis retrouvée, mais vraiment, moment ridicule à ne pas tirer la bande de cire et à la rincer à l'eau chaude, sauf que tu peux pas parce que tu dois frotter pour que. Enfin bref. Tout ça pour dire que oui, j'ai déjà eu des moments d'humiliation par rapport à ça parce que de 1, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois dans ma vie d'avoir la flemme de m'occuper des poils du maillot et de vouloir me baigner et que les poils dépassent un peu. Et ça, c'est compliqué niveau humiliation. Vraiment, ça se voit pas trop, mais une fois en particulier, je crois que je te l'ai jamais raconté en plus. J'étais allée à Aqualand avec ma soeur et des amis de ma soeur. Ma soeur est très âgée, elle a 30 ans, mais j'avais eu la flemme d'aller chez l'esthéticienne et tout, et j'avais des poils qui dépassaient. Et pendant tout, genre pour faire la queue, pour les toboggans et tout, ça c'était il y a longtemps. Est-ce que c'était au lycée ou avant le lycée même, je sais plus. Bref, j'avais trop honte quoi. Également, quand je vais chez l'esthéticienne, après ça j'ai appris à le dépasser parce que je sais que les esthéticiennes voient des chattes beaucoup dans une journée, qu'elles s'en battent les couilles, mais littéralement, vraiment, rien à foutre. Par contre, c'est vrai que t'es quand même ultra vulnérable quand tu montres tous tes poils et que t'es en mode bon, tu les enlèves s'il te plaît. En plus, il y a un truc que je déteste chez les esthéticiennes, c'est qu'elles font grave la morale par rapport au fait que des fois j'en ai marre et du coup je me rase même si ça détruit un peu ma peau. Enfin, ça détruit pas ma peau parce que maintenant je fais hyper attention si jamais je le fais. Mais ça m'arrive de le faire quand vraiment j'ai pas le temps ou pas l'envie d'aller chez l'esthéticienne. Et ça, elle le voit, ces grosses connasses. Non, j'adore les. Non, pardon. Non, j'adore les. Ok, je devrais vraiment pas faire ça. J'adore les esthéticiennes parce que vraiment elles sont ultra importantes, ultra utiles. Et il y en a, c'est des crèmes. Mais je suis tombée sur tellement de meufs qui m'ont regardée en mode vous vous êtes rasée, mais c'est pas bien, faut pas faire ça. Et moi j'ai envie de lui dire mais tu crois que j'ai envie de souffrir à chaque fois et de. Ouais.
Et puis... Parce que c'est quand même 30 balles hein, de se faire le maillot. Ouais. Hein. Ouais. Quand je dis que c'est un budget, c'est quand même un budget quoi. Enfin, Grave. tu payes 30 balles pour avoir mal quoi. Puis en plus, tu vas être dans une situation d'extrême vulnérabilité. Enfin, c'est peut-être déjà, elle te le dit au moment où tu es déjà en situation d'extrême vulnérabilité. Ouais. Et en plus, elle te fait un reproche, c'est chouette pour être détendu et... Ça c'est pas ouf, et laisser passer le moment. Ouais. Après ça, franchement, ça va mieux. Genre, maintenant que je suis allée pas mal de fois quand même, j'ai plus trop de problèmes par rapport à ça et ça va. Ouais. C'est juste que c'est vrai que c'est... Ok, donc on est parti de mes complexes, les poils, non mais... Le rapport à la honte, Le rapport à la honte, ouais. Ouais, ok. Est-ce que... Parce que la honte, c'est vraiment un... Ça reviendra, je pense, souvent dans les podcasts. C'est vraiment une émotion qui m'intéresse vraiment beaucoup au sujet de l'intimité parce que c'est quelque chose qui plane beaucoup sur nous, sur les êtres humains en général et sur les femmes aussi beaucoup. Et bref, la honte, voilà. Est-ce que tu as, en dehors de ton rapport à ton corps, des sujets de honte ou des choses qui te font ressentir ce sentiment? Oh oui, oui, beaucoup, enfin, ça... c'est souvent la honte dans la vie, en général. Est-ce que tu en as avec des enjeux particuliers? Genre, parce que je sais que il y a un truc qui peut revenir, parce qu'on en a déjà discuté, qui est tes relations avec ta famille, enfin surtout la façon dont tu dois décrire ta famille à quelqu'un que tu rencontres. Ouais, je vois de quoi tu parles. Ouais, grave. En fait, pour résumer, j'ai un peu fait je suis un peu un exemple d'ascension sociale, même carrément un exemple d'ascension sociale, parce que du coup, comme je vous l'ai dit au début, je suis en prépa. Je suis en train de... La prépa, c'est genre... déjà les études en général, les études de lettres et la prépa littéraire encore plus, c'est quand même plus ou moins l'élite intellectuelle. Et je viens pas du tout de ce milieu-là, parce que du coup ma mère elle est femme de ménage, et il est vrai que c'est quelque chose qui longtemps, toujours plus ou moins, en fait ça dépend des gens que je rencontre, et c'est aussi parce que j'ai commencé à y travailler il y a pas longtemps. Je pense que ça ira beaucoup mieux plus tard, mais c'est vrai que j'ai plus ou moins honte des fois de le dire aux gens, mais pas par rapport... En fait, faut vraiment comprendre que j'ai pas honte de ce que fait ma mère, c'est pas comme ça que ça marche, parce que je respecte énormément ce que fait ma mère, parce que c'est dur, ça lui plaît pas forcément, elle le fait parce qu'elle a besoin d'argent et c'est hyper courageux. En plus elle est forte à ça, vraiment, elle est vraiment forte, genre elle s'occupe de la plonge et elle pèse dans le game, vraiment, enfin moi je la trouve très forte. C'est pas aussi simple que ça, par contre j'ai vraiment peur du regard des gens. C'est pas moi qui ai honte de ce que fait ma mère, c'est voilà, parce que du coup voilà, ce qui est assez ce qui a pas mal développé, là où j'ai commencé à voir que j'avais vraiment un truc de honte par rapport à ça, c'est quand je suis arrivée au lycée. Et moi à la base je suis de Mont-de-Marsan, fière d'afficher mes origines. Je viens donc Mont-de-Marsan, c'est une petite ville des Landes, donc concrètement c'est plutôt pas prise de tête là-bas, puisque c'est une petite ville, genre, enfin voilà quoi. Et je suis arrivée au lycée dans un lycée bordelais assez prestigieux, qui est le lycée François Magendie. Et il y avait plein de gens comme moi, hein. J'étais pas du tout la seule, hein. Loin de là, j'étais pas une exception. Mais par contre, j'étais pas la majorité. On était dans la minorité. Les gens qui viennent de la campagne, entre guillemets, et qui avaient pas... Parce que déjà, les gens qui avaient ce lycée de secteur, ils habitaient dans un bon quartier bordelais. En plus, je découvrais à peu près ce que c'était la vie bordelaise. Bref, en seconde, quand les gens me demandaient ce que faisait ma mère, j'étais incapable de répondre. Incapable. Vraiment, j'avais pas envie de le dire. C'était un gros truc de rejet, et j'ai jamais trop réfléchi jusqu'à il y a pas très longtemps. Parce qu'en fait j'ai compris que, ce que je redoute beaucoup, c'est quand je le dis aux gens et que les gens ça les rend plus ou moins mal à l'aise, parce qu'ils se disent genre merde, j'aurais peut-être pas dû lui demander ça, parce que
Enfin, je sais pas, c'est assez spécial, mais... Enfin, je suis vraiment ok avec ça, et en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que les gens à qui je le dis, c'est que je leur fais confiance. Faut que j'ai confiance pour dire ça aux gens. Euh, mais de toute façon, généralement, quand on demande ce que fait les parents, c'est que on a déjà fait plus ou moins connaissance, donc enfin, ça va. Enfin, bref. Donc, ouais, pas mal de honte par rapport à ça. Donc, ma mère est femme de ménage en plus de ça. Donc, elle est portugaise. C'est une immigrée. Et du coup, elle parle pas particulièrement. Enfin, elle parle très bien français, mais elle a un accent quand elle parle, et des fois voilà. Et j'aime beaucoup le rapport qu'elle a avec ça parce qu'elle le sait, elle est très mignonne, et des fois, quand on rigole parce qu'elle se trompe sur des mots, quoi, elle a un espèce de sourire où elle dit bah, je sais. Voilà, et c'est pas du tout que j'ai honte par rapport à ça. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. Par contre, c'est vrai que quand je me dispute avec elle et qu'elle prononce mal un truc, c'est le premier truc que je lui balance dans la gueule. Genre, on dit pas comme ça. Et c'est horrible. C'est horrible parce qu'il y a vraiment. Mais du coup, encore une fois, je suis particulièrement en prépa littéraire, le truc où c'est en mode faut bien parler, quoi. En plus, moi j'étais en ES au lycée, et j'ai commencé à découvrir tous les trucs de violence symbolique à l'école, tout ça. Là, je me suis dit, putain, waouh, ouais, c'est une réalité. C'est chouette, t'as mis en habit d'apprendre ça à l'école, du coup. Ouais. Enfin, un endroit qui... Ouais, un endroit où je le vivais pas mal, parce que le truc de... Il y a des gens qui savent bien parler naturellement, il y a des gens qui aiment particulièrement débattre, parce qu'ils le font tous les soirs à table avec leurs parents sur des sujets de société. Et moi, j'étais au lycée, et j'étais en mode... moi, je m'intéresse pas trop aux sujets de société. Moi, je sais pas, débattre et tout ça, bah, j'ai pas de ouf l'habitude. Après, bon, j'ai toujours été plus ou moins forte pour les rédactions, pour tout ce qui est expression écrite. Ça, j'ai jamais beaucoup ressenti la violence symbolique, mais c'est vrai que après, je suis timide à la base, donc ça rentrait aussi en travers, mais voilà. Mais ça aide pas, quoi. Enfin, ça aide pas beaucoup. Ok. Ouais, pour illustrer ça, j'aimerais bien que tu racontes un peu l'histoire donc, un exemple de violence symbolique, l'histoire que tu m'avais racontée sur, tu sais, un mec de ta classe qui t'avait invité chez lui. Ouais. Et c'est une histoire qui parle pas mal, je pense, niveau violence symbolique. Le truc sur ma mère est portugaise maintenant. Ouais. Alors d'ailleurs, non mais je vais pouvoir du coup parler un peu des clichés sur les Portugais. Et il y a un truc que je veux dire avant de raconter cette histoire, c'est que le truc assez ironique par rapport au poil, justement, c'est que je suis portugaise et que je suis assez poilue, donc c'est pas de chance. Ça vérifie plus ou moins le cliché. Mais par contre, bien sûr, bon, je pense que c'est inutile de préciser cette phrase, mais je vais la dire quand même. Ce n'est pas le cas de toutes les Portugaises, merci beaucoup. Dans ma famille, carrément, mes sœurs, c'est pas leur cas. Ma mère n'est pas du tout poilue des jambes, par exemple. Enfin bref, c'est pas du tout... Bref, mais le fait est qu'il est vrai que je vérifie plus ou moins le cliché. Donc, entre parenthèses, et ça c'est pas du coup l'histoire dont tu veux que je parle, mais je voulais en parler aussi. Toutes les blagues sur les poils et les portugaises que je me suis prise dans ma vie... Sérieux? Ah non, mais tu t'imagines... Ah mais je t'ai jamais raconté, mais genre, ça je sais pas. Un autre exemple, mais ça c'était incroyable. Dans la cour de collège, un groupe de mecs que je ne connaissais pas du tout, mais du tout, genre zéro lien. Le mec il a décidé de faire une blague parce que j'ai... Ah oui, quand je dis que je suis assez poilue, j'ai une petite... comment on appelle ça, une moustache, c'est pas vraiment le nom, mais du duvet voilà, sur la lèvre supérieure. On en a tous plus ou moins, ouais c'est vrai, mais c'est vrai que moi... Ah oui, je sais pas si tu le sais ça, mais je la teins du coup. Tu le savais? Non, tu le savais pas. Non, parce que du coup j'ai eu le trauma au collège et j'ai dû faire quelque chose. Ce qui s'est passé c'est que du coup ça se voyait plus ou moins et il y a un mec comme ça dans la cour qui me dit ah t'es portugaise et moi je regarde et je dis ah oui comment tu le sais, moi je pensais que genre t'es trop mignonne. C'était hyper violent parce que j'étais en mode ah, ça se trouve il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et du coup voilà il connaît ma famille, enfin non et du coup le mec quand je lui dis oui comment tu le sais, ils ont explosé de rire en mode putain
j'avais raison, nanana. Et du coup, le mec me répond, bah ouais, parce que t'as de la moustache, quoi. Ah ouais, c'était. Le collège. Le collège, c'est pas mal, hein. À l'aide. Et, Ouais. et non, mais je me suis pris d'autres réflexions par rapport au duvet. Par rapport à. Voilà quoi, fait quelque chose. Il faut savoir que le dessus de la lèvre, c'est vraiment une partie de mon corps que je refuse d'épiler parce que ça fait. Je l'ai jamais fait, hein. Je suis jamais. Parce qu'on peut le faire chez l'esthéticienne, hein. Elle te pose un truc de. Elle te passe de la cire et bam, elle tire, sauf que vraiment, je crois, j'ai jamais fait une épilation intégrale de ma chatte, hein, mais par contre, je crois que la lèvre de la chatte et le dessus de la lèvre, ça fait aussi mal l'un que l'autre. Parce que j'ai déjà pris une pince à épiler pour essayer d'enlever des poils sur le dessus de la lèvre, et vraiment, je sais pas, tu connais cette sensation d'enlever des poils à cet endroit-là ? Ne le fais pas, non. Ouais, non. Parce que vraiment, il n'y a rien de plus douloureux au monde, mais au monde. Et pourtant, genre déjà les jambes et le maillot classique. Le maillot classique, c'est quand ça a juste ce qui dépasse de la culotte. Déjà ça fait mal. Mais putain, alors du coup voilà, j'étais en mode bon, fais quelque chose. J'ai trouvé une solution intermédiaire que j'adore, qui refait ma vie et ma confiance en moi, qui est du coup de me le teindre. Parce qu'il y a des trucs du coup fait exprès, où c'est un espèce de gel que tu mélanges, tu le poses, ça dure 3-4 minutes et ça te teint le truc. Et tu fais ça tous les combien ? Tous les mois, mais non, même pas. Ça dure un peu plus d'un mois, je crois. Putain, je savais pas du tout que ça existait. Ouais, bah c'est voilà. Ouf. Okay. Voilà. Moi, j'étais refaite quand j'ai découvert ça parce que ça me permettait d'arrêter de recevoir des réflexions tout en ne souffrant pas le martyre. C'était pas mal. Ah ouais. Okay. Et voilà, pour revenir à. Non mais je me suis pris d'autres blagues sur les portugaises dans ma vie, toujours le truc de ah nanana, poilu, nanana, bon bref. Et vu que dans mon cas c'est plus ou moins vrai, c'était bof quoi. Voilà. Ouais. Mais des claques. Mais du coup ouais, dans ces cas-là, tu souris, tu fais comme si genre ah c'est pas risqué. Parce que c'est pas vrai, putain. Bon bref, pour les portugaises. L'anecdote de violence symbolique que tu voulais que je raconte, c'était le seul copain que j'ai eu dans ma vie, qui du coup m'a invité chez lui et j'ai rencontré sa mère et sa mère était très sympa et tout en seconde du coup. En seconde, ouais, c'était en seconde. Et sa mère qui me demande ce que fait non, c'était pas ça. Sa mère m'a demandé ce que je faisais la mienne et j'ai pas voulu répondre, genre à quel point c'est un blocage, genre c'est bizarre de l'extérieur, genre c'est pas net du tout, genre tu sens qu'il y a un problème quoi. Et donc plus tard dans la conversation, elle me parlait de la femme de ménage qui passait à, je sais pas, tout à l'heure, nanana, parce qu'ils avaient une femme de ménage, parce que c'est des Bordelais, dommage dit. Et genre elle me demande, est-ce que ta mère a une femme de ménage ? Et mon copain qui répond, pour faire une blague, il était pas fut-fut, hein, je suis pas restée avec lui longtemps parce que vraiment il était pas exceptionnel. Il me répond comme ça, pour faire une blague, non mais elle est portugaise, c'est elle la femme de ménage, en ne sachant pas que ma mère était femme de ménage. C'était terrible. C'était terrible, ouais. Mais est-ce que maintenant avec le recul que t'as, tu trouves ça extrêmement risible ? Ah, tout à fait. Ouais, parce que... Tout à fait. Mais moi si ça m'arrive là, je lui dirais, qui est ridicule en fait. Mais espèce de gros connard élitiste... Enfin, je sais même pas, c'est même pas le mot élitiste qui correspond, je sais pas quel mot correspond, mais genre, enfin... Arrogant, je pense. Arrogant, méprisant, enfin, tâche de gueule, mais va te faire foutre. Ouais, aujourd'hui, vraiment, va te faire foutre. Non mais, j'ai beaucoup plus de recul par rapport à tout ça aujourd'hui, hein, mais... Mais en fait, ouais, non, je pense que c'est normal aussi, parce que t'as tellement intériorisé des trucs que la société te dit d'intérioriser de toute façon, et puis, enfin, quand tu sors du collège... t'es encore faible, enfin t'as pas encore les armes par rapport à ça quoi. Ah c'est fou comment, on a pas du tout... Après c'est les expériences comme ça qui font que que t'as les armes, mais... Que t'as les armes après, que tu réfléchis sur des choses, que tu dis mais putain en fait, faut se bouger. Ouais. Ok. N'hésitez pas à mettre des claques aux gens qui font ça dans votre entourage. De temps en temps, ça peut pas trop leur faire de mal. De toute façon,
juste de façon générale, encore une fois, ça sert pas à grand chose de dire ça, mais je vais quand même le dire, tous les clichés et les stéréotypes sur quoi que ce soit, toutes les généralisations sur le genre, la nationalité, l'âge, la classe sociale, le métier, mais quoi que ce soit, c'est toujours con, débile, potentiellement blessant. Ça sert pas à grand chose de les faire, sauf si vous êtes vraiment très bien renseigné et que vous connaissez très bien la personne. Et que voilà, enfin je sais pas, mais. C'est facile en plus. Enfin, c'est un degré d'intelligence qui est pas forcément nécessaire d'exprimer, quoi. Et du coup, ça m'arrive plus trop ce genre de choses-là parce que je pense que je reste avec des gens plus ou moins intelligents. Bah oui, c'est ça. Ça m'arrive plus ce genre de blague de merde. Bah ouais, mais c'est tant mieux quand même aussi. Parce que. S'il nous écoute. Pas big up à lui. Dessus. Non, je rigole, j'ai plus trop de rancune parce que c'est comme ça, quoi. C'est des schémas qu'il a internalisés. Il n'y a rien de personnel dans tout ça, et ça, je pense que si une blague comme ça m'arrive aujourd'hui, genre, je le prendrais pas trop à cœur. Genre, je serais en mode, t'es con, mais tant pis, c'est pas grave. Oui, ça révèle plus des trucs chez l'autre à soigner qu'un truc chez toi à atteindre, quoi. Clairement. Et, ok, pour rebondir sur la famille, du coup, depuis tout à l'heure, tu parles surtout de ta maman. Ouais. Mais c'est parce que... Cœur sur elle. Cœur sur elle, d'ailleurs, big up. J'adore dire big up. Big up. Big up la maman de Sarah. Et oui, tu parles que de ta maman, parce que du coup, t'as pas... Merde, attends, mais je viens de capter que j'ai parlé du porno au début. C'est pas grave. Big up maman. J'espère que tu n'as pas écouté l'intro. Merde. Ok, pardon, continue. Oui, du coup tu parles que de ta maman, mais c'est parce que du coup t'as pas connu ton papa. Non. Et est-ce que du coup tu peux nous parler de ce que c'est de grandir sans avoir de papa? Alors je peux parler de ce que c'était pour moi de grandir sans avoir de papa, parce que je pense que c'est vraiment différent pour... Oui, clairement. Tout le monde. Oui. Moi, ce qui était assez spécial, c'est que j'ai grandi dans un tout petit village. Mais tout petit village où nous étions 8 dans mon niveau. Ce qui fait qu'on n'avait pas une salle de classe à nous, ce qui fait qu'on était 3 niveaux réunis dans une salle, qu'il n'y avait que 2 salles de classe dans mon école. Bref, tout le monde connaissait tout le monde. Donc, quand j'étais petite, depuis mes 3 ans, tout le monde dans le village savait très bien que je n'avais pas de papa. Parce que les gossips, tout ça, enfin voilà. Du coup, j'ai jamais trop eu à... Enfin, ça a toujours été une vérité générale. J'ai jamais eu à l'expliquer aux gens, j'ai jamais eu à... Voilà. Donc ça, je pense que déjà, c'est une expérience différente de certaines autres personnes qui n'ont pas connu leur père. Ensuite, moi, ce qui s'est passé qui est assez spécial, c'est que... c'est pas qu'il est inconnu, genre je sais pas qui c'est. Non, c'est qu'il s'est barré. En fait, mon père a fait un truc assez chouette niveau prendre ses responsabilités en main. C'est que, je sais pas, il en a eu marre. Il avait une famille, parce que j'ai 2 grandes sœurs aussi. Il avait 3 filles et une femme, plus ou moins de dettes, plus ou moins de problèmes dans sa vie. Il s'est dit putain, j'en ai marre, et il est parti du jour au lendemain. En laissant donc ma mère élever 3 enfants sans trop de revenus particuliers. Dans un pays où elle l'avait rejoint, où elle avait pas de famille. Ah, c'était... Ouais, c'est vraiment seule. Ah ouais, seule, quoi. C'était assez sympa de sa part. Bref, du coup, moi j'étais très petite quand ça s'est passé. Donc pour moi, ça a toujours été comme ça. C'est ça qui est important aussi pour moi. Je me souviens pas de ce que c'est... Je sais pas de ce que c'est d'avoir un papa, en fait. Donc, moi, je trouve pas que ce soit triste, en fait, du tout. Et c'est là que les gens compatissent beaucoup par rapport à ça. Ce qui me fait du bien. J'adore quand les gens font ça. C'est de la reconnaissance aussi. Ouais, de la reconnaissance, et ça me fait du bien. Mais en même temps, je leur dis toujours, mais c'est pas grave. Genre, vraiment, il n'y a pas de souci. Je suis ok. Parce que, je connais pas... je peux pas comparer ça à quelque chose d'autre. Parce que ça a toujours été comme ça pour moi. Et... ma mère a bien fait le boulot. J'ai bien été élevée. Je suis pas un individu en déficience totale dans cette société. Donc voilà, ça va. Ok. Et tu m'as parlé souvent aussi en plus que
Enfin, du coup, t'as été élevée avec 3 femmes, puisqu'il y a tes 2 grandes sœurs. Ouais, 3 femmes, sachant que... Alors, encore une fois, c'était assez compliqué parce que mes sœurs sont beaucoup plus âgées que moi. Ouais. Elles sont parties de la maison assez tôt. T'avais quel âge? Attends, faut que je calcule. Ma sœur aînée est partie de chez moi quand je devais avoir... je sais pas, 8-9 ans. Ah oui. Et celle... Ça, je trouve, je calcule très mal là. Parce que je sais que l'autre, elle est partie quand elle avait 17 ans et elle a 10 ans plus que moi, donc j'avais 7 ans. Ouais, et donc t'as fait ton adolescence qu'avec ta mère. J'ai fait mon adolescence, tout le collège, c'était que avec ma mère. Ok. Mais c'est vrai que mon enfance, du coup, j'ai grandi avec 3 femmes. Oui. On était, oui, voilà. Est-ce que du coup, il y avait pas une figure un peu plus paternelle dans cette ça, je me enfance? suis rendu compte, mais beaucoup plus tard, hein, mais genre... Du coup, tu me poses la question parce que je sais, tu connais la réponse. Mais je l'ai capté, mais il y a vraiment pas longtemps. Hein. Un intimité partagée comme ça, il y a un an, c'était pas le même. Hein. J'aurais pas dit plein de choses. Plein de choses, putain. Ouais, parler du porno, je l'aurais pas fait il y a un an. Ouais, vraiment pas du tout. Moi, j'aurais pas fait ce podcast il y a un an. Pas fait ce podcast il y a un an, voilà. Déjà, de 1, ce podcast n'aurait pas pu exister il y a un an. J'ai capté qu'avec ma sœur aînée, j'avais vachement une relation, un rapport paternel. Enfin, qu'elle a un rapport paternel avec moi. Parce que c'est un peu la figure autoritaire. En fait, tous les trucs positifs et négatifs des darons, je l'ai avec ma sœur, plus ou moins. Et t'as beaucoup servi de modèle aussi à une période de ta vie. Ah ouais. Ouais, non mais voilà, tous les trucs qu'on a par rapport au papa, je l'ai eu avec ma sœur, dans le sens où... Et j'ai réalisé il y a vraiment pas longtemps ça. Dans le sens où c'était vraiment mon modèle. Et mon adolescence, c'est le moment où j'ai commencé à réaliser que je l'aime beaucoup, hein, mais qu'en fait elle est pas aussi parfaite que ça. Et surtout qu'on est différentes. Parce que, en plus, physiquement, je lui ressemble énormément. Ouais. Et toute ma vie, on m'a dit, ah, t'es comme elle, quoi. T'es elle en plus jeune. C'est les mêmes. Ouais. Et il y avait beaucoup de trucs que j'admirais beaucoup chez elle. Et du coup, pour moi, j'étais la même qu'elle, quoi. Et petit à petit, j'ai commencé à réaliser que, oula, pas du tout. Pas du tout. En fait, aujourd'hui, je vois presque aucun point de... Ouais. Presque aucun, genre... On n'a pas les mêmes centres d'intérêt du tout, enfin on vit pas dans le même milieu. Parce que maintenant je vois plus ou moins, parce que quand t'es au collège, ça se voit pas, au lycée non plus, parce que t'as pas encore choisi ta voie dans ta vie en fait. Mais maintenant que j'ai choisi, genre je me rends compte que pas du tout, enfin. Ouais. Et au niveau du caractère non plus, enfin bref. Et quand tu réalises que tu ne vas pas devenir comme cette personne, tu vas pas faire les mêmes choses que cette personne, ouais, c'est ce qu'on appelle plus ou moins la crise d'adolescence. Ouais, qu'en général se passe avec le père. Qu'en général se passe avec le père, moi c'est plus ou moins passé avec ma sœur. Et voilà. Est-ce que tu penses que t'as compris ça parce que du coup tu me côtoyais moi quand même qui parlait beaucoup de ma relation avec mon père, t'as fait des... J'ai fait des liens et je me suis rendu compte que ce que tu disais pour ton père c'était vrai avec ma sœur, c'est assez drôle. Ouais, je trouve ça hyper enrichissant et hyper intéressant dans le sens où c'est une question de posture. Ouais. Et de dynamique. Ouais. Ouais, moi je pense vraiment que... En plus, souvent on a ça, je sais que j'ai des amis qui ont ça, genre leurs parents qui ont un peu échangé les rôles. Ouais. Où genre elles ont une mère ultra autoritaire, qui du coup fait le rôle du père entre guillemets, et le père en mode maternel. Et c'est vrai que du coup, moi je vois vraiment ça que... Ouais, t'as raison, comme des espèces de dynamiques et plus que... rôle de mère ou rôle de père, je vois plus ça comme une dynamique maternelle ou une dynamique paternelle, même si du coup ces deux mots sont très genrés. Peut-être qu'on trouvera des autres mots équivalents plus tard, peut-être que dans notre société dans 50 ans on aura détruit le genre. On aura détruit le genre, voilà. Le but. J'allais pas dire ça comme ça, mais ouais, globalement. Qu'on aura trouvé des alternatives qui faciliteront beaucoup de débats en plus. Ce sera sympa. Grave. Voilà. Autre chose sur le père, c'est la minute daron. Plus que la minute daron d'ailleurs, plus qu'une minute. Du coup, une des observations qu'on a eues ensemble, c'était que t'avais pas eu autant à te confronter à ce que c'est la masculinité toxique dans ton adolescence
que moi par exemple, parce que c'est moi le point de comparaison quand on parle à deux. Et il y a eu un moment dans la vie de ta maman où elle a eu un compagnon et où tu as pu vivre des situations avec. Et j'aimerais bien que t'en parles parce que déjà ça me fait rire. Hilarant, mais hilarant. Ouais, c'était il y a un an tout pile en plus. Mais un an tout pile. Oui. C'était pile quand... parce que là on enregistre le podcast le jour pile le jour où on est en vacances de Noël. Le vendredi des vacances de Noël. Et l'an dernier, c'était pile le moment où, avec ma mère et son copain, on est partis à Futuroscope ensemble pour Noël. C'était une idée sympa. Et moi, je m'entendais très bien avec lui. Franchement, je m'entendais bien avec lui. Ça faisait, je sais pas, 2 ans qu'ils étaient ensemble. En plus, moi, vraiment, ma maman, j'ai aucun souci avec le fait qu'elle se remette avec un autre homme parce que, voilà, aucun souci, moi je l'encourage, moi je suis plus ou moins contente, voilà quoi. Et je m'entendais bien avec lui. Jusqu'à ce qu'on aille en vacances ensemble et que je me rends compte que il y avait des petits trucs comme des disputes pour choisir la route, des trucs tout genre des situations que beaucoup de gens ont connues mais que moi je n'ai jamais connues dans ma vie. Le truc où tu te balades, tu sais plus comment revenir à la voiture et t'as ta mère qui dit on passe par là. Normalement c'est ok, on passe par là, sauf que là t'as une autre personne qui te dit non, c'est par là. Sauf qu'il se trouve que ta mère a un meilleur sens de l'orientation que cette personne. Sauf que non, il faut écouter le monsieur en fait, parce que j'ai découvert que il fallait se plier au monsieur, parce que c'est ainsi. En fait, j'ai découvert que c'était ça. Et que si on le faisait pas, il avait une arme, mais redoutable, boudé comme un enfant de 6 ans. C'était merveilleux. Du coup, bref, il y a eu plein de situations. Là, j'en cite une en particulier, mais il y a eu plein de situations comme ça où genre, on l'écoute plus ou moins, c'est pas la bonne route, du coup on perd du temps, et c'est ma mère qui avait raison. Mais ma mère peut pas dire qu'elle avait raison parce qu'il est en train de bouder, il est énervé. Du coup, ils finissent par disputer. Moi, je suis en mode putain, ça me saoule. Et il y a eu plein de situations comme ça, mais plein de trucs. En plus, je me suis rendu compte qu'il parlait plus ou moins mal à ma mère à des moments, alors que il était très bien avec elle. Tout ce que j'avais vu, il était très attentionné et très très bien avec elle, mais en fait, il y avait des situations où genre, il avait l'impression qu'elle le respectait pas assez, et il lui parlait mal en mode mais tu m'écoutes au bout d'un moment, oh mais enfin je sais pas, avec un ton, et moi j'avais vraiment envie de lui dire mais qui es-tu pour parler comme ça à ma mère. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fin ça a duré 2 jours, hein. On est juste allé 2 jours au Futuroscope, hein. D'ailleurs c'était chouette le Futuroscope, indépendamment de ça. Big up au Futuroscope. Et en fait ma mère m'avait dit depuis longtemps qu'elle allait peut-être le quitter parce qu'elle avait justement du mal parce que ma mère aussi, ma mère est assez perceptive par rapport à ces choses-là, et elle se rend très bien compte quand on essaye plus ou moins de la contrôler, quoi. Et elle, ça passe pas trop. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se tait jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus et qu'elle dise genre ok, c'est fini. Et ma mère m'avait dit plusieurs fois je vais peut-être le quitter parce que... Et elle me disait une phrase que je comprenais pas. Et la phrase c'était... Elle me la disait tout le temps. Elle me disait c'est un enfant. Et je comprenais pas ce que ça voulait dire. Moi, ce que je pensais qu'elle disait par c'est un enfant, c'était que il prenait peut-être pas assez ses responsabilités dans la vie et que c'était handicapant, mais en même temps j'essayais de lui dire que c'est dommage, mais que pour moi dire que quelqu'un est un enfant, ça peut être extrêmement positif, parce que ça veut dire que t'as gardé un peu ton âme d'enfant et que voilà, moi je sais pas, quand elle me disait ça, je m'imaginais des trucs. En plus je m'entendais bien avec lui, donc il m'aimait beaucoup, du coup il y avait un petit truc de oh mais non, non, moi je le comprends, c'est cool, tu vois. Et je disais à ma mère non. Et après ces 2 jours-là, vraiment, j'ai compris ce qu'elle voulait dire par là, c'est que vraiment il est un enfant, genre il faut qu'on fasse tout comme lui il veut, et si on le fait pas il boude, mais il s'énerve, il fait des caprices, genre vraiment littéralement. Et j'ai dit à ma mère à la fin des 2 jours, mais ok, mais quitte-le, mais s'il te plaît. Parce que ce que je te racontais qui était assez drôle, je me souviens, je t'ai fait des messages vocaux où je t'ai dit, mais Léa, en fait c'est ça, de grandir avec un homme, c'est ça. Ah mais merde, je suis contente de pas avoir vécu ça, quoi.
c'était vraiment une période où, je me rappelle en plus, c'est ouf, c'était vraiment une période où on réalisait, en fait il y a eu plusieurs étapes, et à cette période-là on était vraiment en mode, les hommes à l'aide, Ouais, c'était... pourquoi ça existe? Tant de problèmes. Ça a changé depuis, hein. On a compris que les hommes et la masculinité toxique c'était pas la même chose. Mais ouais, c'était cette période-là. Oh mon dieu. Et c'était un bon exemple, ça venait pile poil encadrer nos propos de Ouais. problème. Depuis on a beaucoup évolué en un an, mais c'est vrai qu'on passe souvent par des phases comme ça quand on se retrouve confronté. Mais surtout des exemples, parce que le problème avec ce monsieur que je ne déteste pas, hein, parce que le problème c'est pas de sa faute en fait. Le problème c'est qu'en plus, il a 40 ans, donc il a déjà vécu beaucoup dans sa vie, il a déjà beaucoup de choses construites. Et le problème c'est qu'il comprend pas du tout en fait, mais du tout les reproches qu'on lui fait. Parce que lui, de son point de vue à lui, ça donne l'exact inverse où, en fait, vu qu'il est contrôlant, on en a marre, on a envie de se défaire de son emprise, et il a l'impression qu'on le respecte pas. Il a l'impression que c'est lui qui se fait pas respecter en fait. Ouais. Et toi t'as envie de lui expliquer, mais Loulou, c'est l'exact inverse, arrête. Sauf que c'est pas, non, enfin, déjà c'est dur, c'est impossible, voire voilà quoi, mais et surtout, c'était pas à nous de le faire quoi. Oui. Lui, ça faisait longtemps, entre ma mère et lui, ça allait pas, elle faisait que lui dire faut qu'on règle nos problèmes. Après, ça c'est niveau personnel, enfin je vais pas raconter la vie du couple de ma mère, mais en gros, lui disait genre, il y a pas de problème, si on dit qu'il y a un problème, il y a un problème, donc voilà. Ouais, il y a des trucs aussi, peut-être qu'ils voulaient correspondre à certains trucs, sauf que comme ta maman est vraiment très indépendante. Ouais, ma mère elle est indépendante, c'est cool. Elle est super badass. Ouais, elle est vraiment badass à ce niveau-là. Du coup, que lui essaie de correspondre à des schémas, ça marchait pas. Ah, ça marchait pas du tout. Sans transition, désolée, chers auditeurs. J'aimerais finir. J'aimerais commencer à essayer de finir sur ton rapport à la créativité. Ah oui! Parce que c'est hyper intéressant et c'est chouette. Donc, ok, ça c'est le petit bonus de fin du coup. Yes. En commençant après par passer par tout le dark side, le complexe, On est dans un truc assez cool, ouais. Mon rapport à la créativité, oui. Je suis une personne plus ou moins créative. Plus que moi. Je tue le féminisme. Je sais pas par d'où commencer. Ton enfance à Luxeuil. Ok. J'ai eu une enfance plus ou moins normale où genre c'est cool, tu joues avec tes amis, t'es plus ou moins heureux. C'est cool. Je sais pas quoi de plus dire. Ce que je veux dire, je veux que tu parles de les fougères. Ah, ça y est. Ok, en fait, je pense que tout le monde fait ça quand on est petit, mais en fait, moi je m'en souviens très bien, et c'est un souvenir qui est très ancré dans moi. C'est que quand j'étais petite, et ça c'était trop bien avec ma mère et mes sœurs, est-ce qu'on a déjà fait toutes les quatre? Je crois que c'était avec ma sœur aînée, figure paternelle, avec mes parents. On allait dans la forêt souvent. Non, on l'a fait. Non, si, ok. On est déjà allés tout ensemble. On allait souvent se balader dans la forêt pour notamment aller chercher des champignons. Et ça, c'était le pied. Moi je cherchais pas des champignons parce que de 1 j'aimais pas ça, et de 2 je savais pas trop les reconnaître, genre c'était ridicule, j'avais genre 5 ans et dès que je croisais un champignon j'étais en mode c'est ça, alors que c'était genre des champignons vénéneux c'était pas du tout des cèpes quoi, genre la gamine qui ne sert à rien. Et ce que je faisais qui était exceptionnel, c'est que je prenais un bâton et je passais, mais je sais pas combien de temps, alors vraiment en plus, mais de l'extérieur ça devait donner un truc putain. Je faisais comme si les fougères, parce qu'il y a des fougères partout dans la forêt, c'est les forêts de Finlandaises, et je faisais comme si les fougères c'était des monstres et que moi j'avais des super pouvoirs et que je me battais, et le bâton c'était vraiment une espèce d'épée, mais une putain d'épée, tu vois, le bâton c'était un truc de merde, mais c'était une épée tranchante pour moi, et genre je donnais des coups dans les fougères et je défonçais les fougères. Bon, niveau environnement certes c'est pas ouf, mais c'était des chevaliers.
C'était des chevaliers, putain, mais c'était génial. Et genre, je sautais par-dessus. Le meilleur, c'est quand il y avait des troncs d'arbres renversés. Mais ça, mais c'était, mais voilà. Et du coup, je me souviens très très bien de ça. Et je m'en souviens particulièrement parce que c'est vrai que quand je te l'ai raconté, je le voyais un peu comme un symbole. La fougère, le truc, parce que vraiment, c'est un peu l'importance de l'imagination et d'un rapport très, très physique à cette imagination. Parce que je sais de quoi tu veux que je parle, du coup, je vais en parler naturellement. Super. C'est que cette interview est très facile. C'est qu'en fait il s'est passé un truc mais d'ailleurs par rapport à la honte, ça c'est important parce que j'ai développé un rapport de honte par rapport à ça. Oui. En fait donc l'enfance blablabla tout va bien. Ensuite Sarah arrive au collège et ce qui s'est passé c'est que j'ai continué à faire ce genre de truc. Donc je faisais pas que ça quand j'allais dans la forêt, je faisais aussi ça. Mais typiquement, une situation, c'est quand on joue à la maîtresse. Genre, ça, tous les gamins le font. Moi, j'ai continué à le faire au collège, en fait. Dans le vide, toute seule. Parce que, ah oui, je veux être prof dans ma vie. Ça aussi, c'est... Ouais. Ça aussi, voilà, c'est... J'aurais pu dire ça en me présentant. J'ai envie d'être prof. Et ça me passionnait de fou quand j'étais seule chez moi. Devant mon frigo, précisément. Je faisais comme si le frigo, c'était un tableau. Et en plus je voulais être prof de français langue étrangère et je commençais mon cours quoi, genre clairement j'étais en 5e, 4e et je faisais comme si allez t'es plus 10 ans, fais ton cours quoi, c'était génial. Bref, ce qui fait que j'ai typiquement joué à la maîtresse ou s'imaginer que t'as des super pouvoirs ou des trucs comme ça, en fait j'ai continué à le faire, j'ai jamais arrêté de le faire et quand j'étais au collège j'avais l'impression que j'étais soit attardée, soit folle de continuer à faire ça parce que je savais que c'était pas trop normal. Quand t'es toute seule dans ta chambre comme ça, de jouer. T'es toute seule dans ta chambre, t'as 14 ans et tu joues. Voilà, moi c'est quelque chose qui a vraiment été toujours... c'est vraiment une espèce de pulsion naturelle. Et j'ai 20 ans et je le fais toujours. Quand je suis seule chez moi, je joue, je me fais des scénarios dans ma tête et voilà. Quand je marche dans la rue et que je suis toute seule et que je vois que genre il y a personne derrière moi, devant moi et voilà, je suis seule sur le trottoir, je vais le faire, je vais parler, je vais sortir des répliques comme ça dans mon petit monde imaginaire. Enfin bref, c'est assez space mais c'est assez chouette. Et voilà, pendant longtemps j'ai eu un rapport vite fait de honte. En mode c'est pas trop normal de faire ça. Et après j'ai capté que c'était de la créativité quoi et que au bout d'un moment, c'est pas de la folie, c'est plus ou moins cool quoi. C'est vraiment cool. C'est voilà. Et je t'avais dit, et je vais le dire là parce que ça peut intéresser des personnes, c'est ce que tu dis, ça me fait penser énormément à un sketch des Suricates, écrit par Raphaël Descraques, qui s'appelle Le règne des enfants, où du coup c'est des adultes qui jouent. Et incroyable. J'aime vraiment beaucoup ce sketch et c'est vraiment, mais pour moi c'est une utopie, il faudrait qu'on fasse ça quoi. Non mais incroyable. Parce que ouais, moi du coup j'ai un rapport à l'enfance assez particulier où je le disais tout à l'heure quand ma mère me disait de son mec, enfin de son ex, c'est un enfant, moi je t'en mets c'est merveilleux. C'est merveilleux en fait non, mais bref. Mais ouais, tout ce qui est jeu, mais typiquement, tu me mets devant une balançoire. Mais ça fait ma vie. Une balançoire, des toboggans, mais oh là là, mais il faudrait qu'on ait ça partout. Bref. Mais au-delà de ça, ouais, dans le règne des enfants, du coup, il y a un truc génial, c'est que il y a un truc où c'est renversé, où c'est des adultes. En fait, les adultes deviennent des enfants, mais du coup, c'est un problème parce que il y a plus de société. Et t'as deux adultes qui restent, qui sont du coup Raphaël Descraques et c'est qui l'autre déjà de Ludovic, je crois. Et en fait, ils doivent sauver le monde et genre du coup tuer l'enfant chef, enfin le vrai enfant chef. Incroyable. Est-ce que je spoil du coup? Oui. Ok, je spoil. Il faut le voir pour la forme, pas pour... Ouais, pour la forme, pas pour... Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Ouais, parce que tu me l'avais raconté et j'avais quand même été impressionnée. Et en fait, pour tuer l'enfant chef, il fait le truc d'adulte, c'est-à-dire je sors un flingue et je vais tuer les gamins, quoi. Enfin, genre le truc de notre société, quoi. C'est comme ça qu'on fonctionne. Enfin, il y a un problème, bam. Voilà, quoi, on l'élimine. Et en fait, il y a la scène où il arrive et tout, il se dit putain, je vais tuer un gamin, quoi, mais je vais sauver le monde. Il sort le flingue et
Et là, il réfléchit 2 secondes. Et il pose le flingue. Et à la place, il fait semblant avec ses doigts de tirer. Genre, il fait un flingue avec ses mains. Je suis en train de le faire là, mais vous le voyez pas. Et bref, il tire sur les gamins. Et en fait, ça marche. Parce que le gamin, il est en mode genre non. Et genre là, ils font une espèce de bataille. Et ils gagnent. Ils gagnent dans cette bataille. Une bataille où c'est piou piou piou. J'ai les larmes aux yeux. Et c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux. C'est magnifiquement fait en plus. Genre. Ouais. C'est très fort et c'est vraiment une sorte de victoire de l'enfance mais mélangée à l'adulte. Ouais. C'est vraiment l'apologie de regardez, on est adulte mais on a ça en nous. L'enfance c'est là et si on la cultive ça donne des trucs. C'est ça, parce que j'ai souvent eu un truc de nostalgie en mode quand t'es enfant tout est parfait, il faudrait revenir à ça. Ce qui est un peu bête parce que c'est pas vrai. J'avais plein de problèmes quand j'étais enfant et on a tous des gros problèmes quand on est enfant. Mais du coup il faut revenir à un truc à peu près équilibré où c'est pas que tout allait bien et parce que j'ai eu cette période où j'étais en mode mais c'est pas que moi, beaucoup de personnes et puis depuis toujours la littérature, la philosophie c'est le gros traumatisme de il y a eu une période glorieuse et il y a eu une chute. Typiquement la Bible, bam, voilà notre mythe fondateur, tout allait bien jusqu'au moment où et le sexe voilà. Ou autre. Et en fait non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est tout allait plus ou moins mal, sauf que il faut prendre les trucs qui allaient bien et faire un espèce de mix. Et du coup, il faut prendre les trucs qui allaient bien dans l'enfance, c'est-à-dire ce rapport émerveillé et sans cesse nouveau aux choses et le garder avec nous. Enfin bref, voilà. Ça, c'est vraiment un puits de créativité l'enfance. Et c'est pour ça que moi ça m'impressionne énormément que tu le gardes parce que je pense que ça va vraiment nourrir et ça nourrit déjà tes projets et ce que tu veux faire. Ouais. Parce que quand tu arrives à reproduire un monde dans le quotidien et à le vivre, évidemment que tu vas raconter des histoires à des gens, tu vois. Ouais, j'aimerais bien. Idéalement là dans moi plus 10 ans, je suis prof et écrivain. Ouais. Voilà, je pense que on est arrivé à la fin de ce podcast et j'affirme ça parce que ça c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à affirmer étant donné que je n'ai jamais eu pour l'instant de projet fini quoi. J'ai jamais écrit de roman, j'ai jamais écrit de bouquin, mais je sais que je l'ai plus ou moins en attente et je sais que je veux le faire, donc j'espère réussir à le faire. Ce qui est compliqué quand on n'a pas trop le temps, mais voilà. Écrire un livre en prépa, c'est vraiment quelque chose. J'ai vraiment cru que je pouvais le faire. J'ai vraiment cru que je pouvais le faire. J'ai vraiment cru que je pouvais le faire avant Noël, tu te souviens? Ouais, je me souviens. Dit ça. Et j'y croyais aussi pour toi, mais en même temps, enfin, c'était de la folie. T'as le temps et ouais, c'était pas possible en fait. Ouais. Déjà, on réussi à enregistrer ce podcast enfin. Ouais, grave. On a eu du temps. On a mis tellement longtemps. Mais de mon côté, plus que du tien, même presque. Hein. Ouais. Mais voilà, il faut juste être patient envers soi-même et on finit par faire les choses. Peut-être pas aussi précipitamment que ce qu'on a envie de faire, mais... Ce qui compte, c'est qu'on les fasse en fait, et qu'on les abandonne pas. Qu'on finisse par les faire et voilà. Je vais te poser les 2 questions finales qui sont... Première question finale. Est-ce que tu t'aimes et comment? De ouf. Yes. Ah, je m'adore. C'est ça qu'on veut. Voilà, c'est ça qu'on veut. Parce que, non mais je sais que moi je vois pas ça comme de la prétention du tout, parce que c'est normal. Moi déjà, malgré les complexes dont j'ai parlé tout à l'heure, depuis longtemps, je dis que je me trouve belle. Depuis le lycée, moi je me souviens, j'ai déjà dit ça à mes amis en mode, moi je me trouve jolie en fait. Je suis pas une bombe, hein, mais non, moi je me trouve jolie. Déjà, même physiquement, bon, plus ou moins, bien sûr. Il y a des jours où, encore une fois, c'est jamais tout acquis, c'est toujours en évolution. Et en changement, il y a des jours où t'es fatiguée, tu t'es mal levée, tu fais pas d'efforts. Là, je suis pas très jolie, forcément. Mais voilà. Et puis, il y a plein de choses dont on a parlé dans ce podcast que j'aime aussi beaucoup chez moi. Typiquement, la créativité dont on a parlé, ça, j'aime pas mal. La passion, ça j'adore mon rapport à la passion.
un truc que les gens me disent aussi beaucoup, que j'aime beaucoup chez moi, que je vois pas parce que c'est les gens qui le voient, mais ils me le font ressortir, c'est que je suis très souriante et voilà, apparemment assez positive, et ça, ça j'adore, je prends. Lumineuse. Voilà, lumineuse, ça aussi j'adore. Voilà, il y a beaucoup de trucs que j'aime pas aussi, mais voilà. Est-ce que tu fais des actes pour t'aider au quotidien ou c'est plus pour comme m'aider ça à m'aimer? Pas forcément pour t'aider à t'aimer ou juste des choses que tu fais qui font que tu te dis Ouais. pour toi, tu vois. Pour moi, ouais, souvent, typiquement quand je me fais jolie, Ouais. c'est parce que je trouve que j'ai de quoi me faire jolie à la base déjà. C'est pas pour cacher quelque chose ou pour compenser quelque chose, c'est parce que j'ai envie. Donc des fois j'ai envie de bien m'habiller, de m'habiller plus ou moins sexy, ça m'arrive. Je m'habille jamais ultra sexy non plus, mais des fois ça m'arrive. Des fois je me maquille aussi. J'ai un rapport au maquillage assez libre, genre j'en suis pas dépendante, mais des fois j'aime bien. Des fois ça me fait du bien. Voilà. Ok. J'aime beaucoup la réponse à cette première question finale. Et la question finale que j'avais oublié de poser à Théo la première fois et je me suis rendu compte que je voulais la poser parce que après mon podcast avec Théo, on était mais dans un état de fatigue. Ah là là. Mais tellement vidé. Et du coup, je me suis dit, c'est trop quelque chose à dire à la fin d'une interview, comment tu te sens après avoir dit tous ces trucs. Ouais. Parce que pour que les gens comprennent que oui, c'est éprouvant de parler ou pas. Ouais. Du coup, donc, comment tu te comment sens? je me sens? Alors actuellement, j'ai ultra chaud. Ouais. Ah oui, j'ai pas mal transpiré. D'ailleurs, c'est un truc que j'aime pas chez moi. Voilà, après tous ces beaux mots sur tout ce que j'aime, je transpire pas mal et ça me saoule parce que c'est pas ultra glamour. Mais bon, encore une fois, c'est comme ça. Du coup, là, j'ai chaud. Mais globalement, je me sens hyper bien. Parce que voilà, tout ce dont j'ai parlé, c'est des choses qui me tiennent à cœur et si ça intéresse des gens, tant mieux. Voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que en partie, ça me fait beaucoup plaisir parce que y a plein de choses dont j'ai parlé, dont j'aurais pas pu parler avant. Et le fait de pouvoir en parler comme ça, c'est aussi des aboutissements qui font que j'ai fait du travail quelque part. J'ai soit accepté certaines choses, soit réfléchi sur certaines choses. Et le fait de pouvoir les présenter naturellement comme ça fait aussi du bien. Voilà. Donc globalement, je me sens bien. Trop bien. Bah super, je pense que c'est quand même une bonne conclusion de dire que tu te sens bien. Oui. Si vous aussi vous voulez vous sentir bien, contactez-moi sur Intimité Partagée. Non. Du coup, merci beaucoup d'avoir fait ce podcast avec moi. C'était un plaisir. C'est très important pour moi et t'es tellement enrichissante que je savais que c'est vraiment hyper important que tu sois dans les premiers podcasts parce que tu vas enrichir, je pense, beaucoup de gens. Les gens vont se dire putain, elle a trop la chance d'avoir des amis trop cool et je vais être en mode oui, je sais. La vie. Donc merci beaucoup à toi et merci beaucoup aux gens qui ont écouté ça. J'espère que ça vous inspire. Franchement, si vous avez écouté ça jusqu'au bout, mais waouh, je suis ultra flattée, genre parce que c'est trop intéressant, c'est normal que tu t'écoutes jusqu'au bout. C'est vraiment hyper intéressant. Du coup, n'hésitez pas à réagir si vous avez des réactions. Ah ouais. Vraiment, je les partagerai à Sarah qui a l'air très enthousiaste à l'idée que des gens réagissent à ce podcast. Ah de ouf. Et le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est de me dire hey, un jour je serai peut-être prêt à faire ce risque avec toi et à être interviewé et à participer à cette libération de la parole et de l'intimité. Ouais. Ce sera un beau cadeau. Un beau cadeau. Mais en attendant, avec le fait que vous écoutiez, ça me touche beaucoup. Et merci Ella pour ton écoute et ta patience et tout ce travail de préparation qui est aussi très dur et très précieux. Oh, trop mignon. Mais en vrai, là pour l'instant j'ai fait des interviews de personnes qui sont très proches de moi et que j'aime. Donc c'est à la fois très facile parce que je sais ce que je veux développer et à la fois c'est compliqué dans le sens où j'ai tendance à trop préparer. Et là tu vois, j'avais beaucoup dirigé, j'ai dit non je veux que tu parles de ça, je veux que tu parles des fougères, je veux que tu parles de telle personne. Mais je pense que c'est aussi intéressant et que ça va évoluer au fil des épisodes.
Voilà, on conclut vraiment. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. À bientôt dans l'intimité partagée. Les réseaux sociaux sont dans la description, si besoin, si envie. Et belle vie, amour et bienveillance.